Bonjour, vous êtes très nombreux, oh là là. Voilà, je m'appelle Khadija Zerouali, je suis journaliste au pôle économie et sociale de Mediapart, spécialisée sur les conditions de travail. LVMH, vous l'aurez compris, c'est un grand groupe français, artisanal, familial, surtout familial, hein, parce que tous les enfants de Bernard Arnault sont à des postes de direction dans les grandes maisons du groupe. Maison, c'est le terme dans le luxe pour dire entreprise, donc on va le dire souvent, voilà. Ainsi, vous n'êtes pas sans connaître les enfants de la dynastie qui, par leur travail acharné, ont mérité et hérité de leur place. Donc vous connaissez Delphine, vous connaissez Alexandre, vous connaissez Antoine, vous connaissez Frédéric, vous connaissez Jean. Ce sont des directeurs de com, directeurs délégués général, PDG. Voilà. Mais celles et ceux qui produisent vraiment la richesse, eux, on ne les nomme pas souvent, on ne les voit pas souvent. Et parfois même on les cache. Donc aujourd'hui, on va prendre un peu de temps pour parler de Rani, de Bakary, de Jean-Michel qui est là, de Jamila, de Farid, de Guillaume, de Virginie, de Yula et tous les autres. Depuis plusieurs années, à Mediapart, on enquête sur les conditions de travail à LVMH. Et avant que d'accueillir des salariés du groupe, je vous fais un bref résumé de ce que nous avons révélé ces dernières années. Bon, je ne vais pas tout dire parce qu'il y a beaucoup, mais je vais dire un peu. Voilà. Donc, au studio photo de Louis Vuitton, par exemple, il y avait seulement 3 salariés pour une quarantaine d'auto-entrepreneurs. Auto-entrepreneurs qui avaient des badges, des mails pro, des horaires. Bref, ils avaient tout sauf le contrat et les protections qui vont avec. Ça, c'était en janvier 2022. Le mois d'après, en début d'année 2022, on était à fond à Mediapart, donc il y a eu beaucoup de papiers. Donc le mois d'après, en février 2022, on a raconté la grève de 3 ateliers Louis Vuitton. Voilà, les maroquinières s'étaient mis en grève contre l'annualisation des heures supplémentaires. Ça fait qu'en fait, tu peux faire autant d'heures supplémentaires que tu veux dans le mois, comme ils te les lissent sur l'année, in fine, tu les ressens pas sur ta paye. Et puis, elles s'étaient battues aussi contre les bas salaires parce qu'elles fabriquaient quand même des sacs qui faisaient plusieurs mois de leur travail. En mars de la même année, donc on était vraiment motivés, on racontait le calvaire des agents de sécurité de la Fondation Louis Vuitton. Fondation Louis Vuitton dont on vient de parler parce qu'elle a été faite avec beaucoup d'argent public. Eh bien, les agents de la Fondation Louis Vuitton étaient non seulement mal payés, c'était évidemment, ils travaillaient sous le statut de la sous-traitance, mais ils devaient rester debout 12 heures. Essayez-vous de rester debout 12 heures, sans bouger, sans mettre les mains dans les poches parce que ça ne fait pas luxe, sans fermer les yeux. Bon, ils ont fait des malaises et régulièrement, chaque semaine, il y avait des malaises, voilà. On a aussi raconté les cadences, en Florence surtout, les cadences des maroquinières Louis Vuitton qui étaient fatiguées de fabriquer trop vite des sacs de peu de bonne qualité, quoi. Elles qui étaient attachées au savoir-faire et à l'artisanat. Juste avant, toujours Florence, elle est à fond, elle avait révélé l'exploitation de celles qui cueillent les fleurs d'ylang-ylang, qui se retrouvent dans les parfums, par exemple, de Dior ou encore de Chanel. En juillet 2024, je ne vous les fais pas tous, c'est juste quelques-uns pour que vous vous rendiez compte comment c'est les conditions de travail à LVMH. Donc en juillet 2024, on vous racontait l'histoire d'une vendeuse du joaillier Fred. Elle a été licenciée, elle raconte avoir subi de nombreuses remarques racistes de la part d'une chef. Je ne vais pas toutes vous les dire, mais en gros, elle l'appelait Mulan, Sinoise Shintok. Bon, la marque s'est révélée incapable de gérer ce racisme et a été condamnée pour harcèlement discriminatoire. Tant que j'y suis, je vous parle de l'article qui est sorti hier. Sachez qu'une usine roumaine qui s'appelait Selezione a fermé en décembre 2023 en Roumanie. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, le SMIC roumain avait augmenté 2 fois en 2023, en janvier et en octobre, pour atteindre des cimes, c'est-à-dire 670 € bruts par mois. Bon, les 3 marques qui travaillaient avec cette usine ont vu les prix de l'usine augmenter et du coup ont retiré leurs commandes. Les 3 marques étaient Tod's, Gucci du groupe français Kering et Dior du groupe français LVMH. Voilà. Et dans tout ça, dans ce petit résumé que je vous fais qui n'est pas si petit, quand je me rends compte que je le dis qu'il est un peu long, je n'ai pas parlé de La Samaritaine. La Samaritaine, c'est le grand magasin de LVMH. C'est un joyau. Ils ont quand même mis 16 ans à le retaper et quand ils l'ont ouvert, c'était en grande pompe. C'était en juin 2021, il y avait la maire de Paris et il y avait Emmanuel Macron. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de magasins qui sont
qui sont ouverts et célébrés par un président de la République en fonction. Moi, j'en connais pas beaucoup. Dès l'ouverture, nous avons multiplié les révélations sur les conditions de travail et l'envers du décor à la Samaritaine. Et c'est de ce sujet dont on va parler aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, veuillez accueillir de la meilleure des manières Jean-Michel Raymond, délégué syndical CGT à la Samaritaine. Ainsi que Khaira et Safia, qui étaient des vendeuses aussi à la Samaritaine. Bienvenue. Ça va ? Bienvenue à vous trois, merci d'être là. Nous devions être aussi accompagnés par un salarié de la logistique. Oui, bon, pardon, vas-y. Bonjour. Ouais. Donc, comme il n'est pas là, comme il n'a pas pu venir, cet agent de la logistique, on va raconter un peu son histoire qu'on a déjà racontée dans le journal. Voilà. On va parler de ce qui s'est passé pour vous et pour les autres salariés à la Samaritaine, mais d'abord une toute petite question. Si vous deviez résumer en quelques mots votre expérience à la Samaritaine, qu'est-ce que vous diriez? Un cauchemar. En plus de mots, en 5-6 mots, un petit peu plus long. C'est l'enfer sur Terre. Bon, ok. Safia? La nausée, la désillusion, la déception et la dégénérescence. Voilà ce que je dirais. Voilà, bon, en toute nuance. Et Jean-Michel, toi, tu y es toujours. Tu es toujours délégué syndical CGT là-bas. Donc, si tu devais résumer en quelques mots, quelles sont les conditions de travail à la Samaritaine, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Elles ont été terribles pour plusieurs dizaines de salariés. On est là pour qu'elles s'améliorent de jour en jour. On ne lâchera rien. Comme je l'ai rappelé, aujourd'hui, on est là aussi pour dire à notre cher Bernard Arnault, qui a interdit formellement à tout collaborateur, parce qu'on nous parle de collaborateurs, hein, nous on dit salariés, de parler à la presse dans Mediapart, que nous on continuera, puisque notre rôle à nous en tant qu'élus, c'est de faire entendre la voix des salariés. C'est pas, vous savez, les salaires, c'est pas les salaires mirobolants qu'on nous verse, qui nous feront taire. Et même si on avait un salaire à la hauteur de ses enfants, on continuera à parler. Pour vous présenter un peu la Samaritaine, pour ceux qui n'y sont pas allés, la hiérarchie sociale est inscrite quasiment dans l'architecture. C'est-à-dire que si on débute tout en haut, du 4e au 6e étage, il y a la direction, les DRH. Dans l'étage 2, 3, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, et y compris le moins 1, il y a les travailleurs, les vendeuses. Au moins 1, il y avait beaucoup de vendeuses qui ont très mal vécu leur expérience à la Samaritaine, on en reparlera. Et puis il y a le tout bas de l'échelle sociale, tout en bas, il y a le moins 2. Les agents de logistique qui travaillent au moins 2, dans des conditions déplorables. C'est ce par quoi on va commencer, si vous le voulez bien. Au moins 2, donc il y a les agents de la logistique, ils ont commencé à travailler avant même l'ouverture du magasin. Dès début 2020, en fait, sachant que le magasin a ouvert en juin 2021, ils étaient en train de travailler, d'installer les produits. Et tout de suite, il y a eu des problématiques. Et notamment des problématiques de conditions de travail qui ont fait qu'au cours des années, toi, Jean-Michel, tu as fait plusieurs alertes concernant les odeurs, concernant les punaises de lit, concernant le froid. On est quand même très très loin de l'image de la Samaritaine, mais au moins 2, donc dans un espace que vous ne pouvez pas visiter. Les conditions de travail ont été pendant très longtemps problématiques. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ces alertes ? Oui, donc on a alerté la direction du magasin parce que les salariés, donc puissance de nuisibles, donc punaises de lit, cafards, rats. Donc on nous a dit qu'on est à Paris, pour les rats on pouvait rien faire, pour le reste ils allaient traiter. Donc effectivement, sur les punaises de lit et les cafards, il y en a de moins en moins, on n'en voit même pratiquement plus. Pour les rats, ça devient un peu plus problématique puisque les rats montent jusqu'au 6e étage, on nous a dit, donc même eux, les pauvres, ils se rendent compte à avoir des rats dans leur bureau. Après les odeurs, effectivement, parce que dans le bas, vous allez avoir au moins 2, les cuisines des restaurants et les cuisines de la boulangerie, et donc qui vont déverser des eaux sales et choses comme ça, donc ça crée des nuisances au niveau de l'odeur. Après, vous avez donc des salariés qui sont
Alors on va vous dire au-dessus du SMIC, oui, parce que 30 euros au-dessus pour eux, c'est plus le SMIC, 30 euros dessus. Donc qui touche 30 euros plus que le SMIC, donc c'est le maximum qu'on peut faire. J'ai encore écrit à ma direction la semaine dernière pour rappeler que le SMIC avait augmenté au mois de novembre et qu'il fallait penser qu'à ces salariés, puisqu'on se ventilait, ne pas payer les salariés au SMIC, 30 euros dessus, qu'ils allaient être très très vite rattrapés par cette nouvelle augmentation du SMIC et qu'il fallait commencer à revoir. Elle m'a dit que ce sujet serait traité dès 2025, puisque pour le moment, il faut savoir que le magasin n'a plus d'argent. Ce magasin est une vitrine du groupe, mais il n'a plus d'argent. Nous sommes endettés à des millions d'euros. Nous sommes gérés par une société qui est à Hong Kong. Voilà la réalité des choses. Ce n'est pas Paris qui décide, mais c'est une société qui s'appelle DFS France, mais qui appartient à DFS Hong Kong. Et donc, ce sont la Chine qui dirige ce magasin. Et donc, si la Chine décide de fermer les robinets, on les ferme. Donc, depuis plus d'1 an, plus de recrutement, plus de remplacement des arrêts maladie, plus de remplacement des départs des salariés qui se font. Mais chaque semaine, vous avez des salariés qui démissionnent parce qu'ils ne se retrouvent plus, n'arrivent plus à gagner leur vie comme on nous l'avait promis. Quand nous avons été recrutés, on nous avait promis qu'on serait les meilleurs salariés payés de Paris en termes de vente. Aujourd'hui, quand vous êtes à 2000 €, eh ben, ce n'est pas les meilleurs travailleurs de Paris, puisque je pense que les meilleurs travailleurs de Paris ne gagnent pas 2000 €. C'est tout ça aujourd'hui qu'il faut maintenir. Nous avons une forte baisse, puisqu'on est arrivé dans ce magasin, on devait être 800, 890, si je ne dis pas de bêtises. Aujourd'hui, si on est 590, c'est beaucoup. C'est une gestion qui est... Donc le groupe est en train de revoir. Il faut savoir qu'au 1er janvier, les Chinois s'en vont. Le groupe DFS France disparaît. Et donc nous allons avoir un nouveau nom. Nous gardons une identité parisienne. Ils veulent redonner à la France ce magasin. Donc il va être géré par la directrice du Bon Marché qui vient de prendre son poste il y a quelques mois pour refaire un petit peu ce qu'ils font au marché pour qu'on arrive enfin à pouvoir travailler dans des bonnes conditions. Nous l'espérons. Oui, et pour revenir au moins 2, il n'y avait pas que les odeurs qui étaient nauséabondes, il y avait aussi pas mal de remarques racistes. Alors bon, c'est vraiment dommage que notre collègue soit pas là pour raconter lui-même. Donc je vais raconter un petit peu à sa place. Donc il y avait un manager qui est toujours en poste, qui n'était pas son manager, mais qui imitait des cris de singe à la vue de salariés noirs. Donc, dont le salarié que nous devions accueillir aujourd'hui, Bakary, et une autre salariée qui s'appelle Amandine. Ça a été confirmé par plusieurs autres de leurs collègues. Et quand on interroge la Samaritaine à ce sujet-là, à l'époque, il nous répondait encore, il nous disait ne pas souhaiter revenir sur des points anciens ou déjà en cours d'instruction. Ce à quoi le salarié répondait, certes, c'était peut-être en 2021, mais en fait, il est toujours là. Et ceux qui sont partis, ce sont les salariés noirs qui n'en pouvaient plus, en fait. Ceux de la logistique. Voilà. Je peux vous citer une citation de Amandine, qui est notre salariée de la logistique, qui est elle aussi partie, qui était elle aussi noire. Et elle disait à propos de ce même manager, « Il imitait le cri des singes en me voyant. Quelques mois plus tôt, il était venu vers moi en me disant qu'il avait mangé trop de mafé avec un accent africain. » Évidemment, l'accent africain n'existe pas, mais bon, c'est dans la citation. Et moi, je suis antillaise, donc je ne fais pas de mafé. Voilà. Donc c'était ce genre de remarques racistes que les salariés, au moins 2, pouvaient subir de la part de ce manager. Et en fait, le problème, nous, pourquoi à Mediapart on fait un article, c'est que si la situation avait été gérée correctement par la DRH et l'entreprise, parce que je rappelle que l'entreprise a une obligation de sécurité physique et psychique pour ses salariés. Donc si tout avait été bien géré, si la DRH s'était saisie de la question et avait réglé cette question, on n'en serait pas là à en parler sur un plateau et on n'aurait pas fait d'article. Mais en fait, comment la DRH a géré cette question, c'est qu'elle a demandé aux 10 managers de descendre, de s'excuser comme ça à la volée auprès des gens, et puis c'est tout. Un règlement de cours de récré. Ce jour-là, Bakary n'était pas là, il n'a pas eu le droit à des excuses, et quelques mois plus tard, le même manager a réitéré ce genre de remarques racistes. Voilà ce qui peut se passer, par exemple, au moins 2. Sachant qu'en plus, alors je ne vais pas vous refaire tout l'article, mais ce même manager avait déjà été accusé de comportement discriminatoire avec un vendeur, donc à plusieurs étages au-dessus. Je te repose encore la question, Jean-Michel, parce que tu avais suivi ça en tant que délégué syndical. Il y a une gestion de ce genre de problématiques par les DRH. Est-ce que là, ce qu'on raconte, c'est une exception ou est-ce que ça se passe souvent comme ça ?
Alors, en fait, il faut savoir j'ai fait quand même quelques droits d'alerte au sein du magasin, donc je suis systématiquement étiqueté dès que j'ai fait un droit d'alerte. Allez, un nouveau, encore un droit d'alerte. Donc ça met quand même, il faut savoir que sur des droits d'alerte, on met 9 à 10 mois à clôturer une enquête, parce que bien sûr, on est sous la confidentialité, bien sûr, avec la personne des services humains qui le fait avec nous, des relations humaines, mais eux ne travaillent pas sans leur cabinet d'avocats. Ils ont un très très grand cabinet d'avocats parisiens et ils ne font rien sans lui. Donc tout passe par lui, tout est rédigé par lui, et donc je ne peux, moi, signer des tels rapports, et donc je bloque tout quand on arrive à avoir un rapport, hein, parce qu'il faut les relancer. Là, on est sur une enquête qu'on a commencée en avril, et aujourd'hui, on n'a toujours pas rédigé les rapports, on est encore en train de faire traîner. On me dit oui, mais vous ne voulez pas. Je lui ai dit à la personne des relations humaines qui traite ce dossier avec moi que je ne signerai pas tant que telle et telle mention n'était pas enlevée, parce qu'on ne peut pas essayer de faire croire sur un droit d'alerte que c'est le salarié en fait qui est coupable. Parce que c'est ce qu'on essaye de nous faire croire quand on fait un droit d'alerte, qu'en fait que le salarié il n'était pas en danger, et nous en avons abusé. Donc moi je leur dis à chaque fois, vous avez un grand cabinet d'avocats que vous payez des milliers d'euros, que vous avez l'argent pour investir, mettez-nous au tribunal. Comme vous avez fait quand on a occupé le magasin. Il faut savoir qu'ils ont été condamnés, puisqu'on a été expulsés, les salariés grévistes. Ils nous ont fait expulser par la force. Il faut savoir qu'en moins d'une heure, les CRS étaient arrivés au sein du magasin et nous ont expulsés. Alors qu'il n'y avait pas de procès verbal du procureur. Il n'y avait personne qui a été intervenu. Et en moins d'une heure, il y a eu un coup de fil qui a été passé et on était expulsés du magasin. Alors qu'on était grévistes, Jamila était là. C'était en décembre, le 22 décembre, nous avons fait une deuxième grève, parce que nous en avions fait une première en novembre, parce qu'on n'était pas écoutés sur les conditions de travail et sur le manque à gagner au sein de ce magasin. On les alertait, nous on les alerte. Il faut savoir que moi j'ai été d'abord représentant de la section syndicale dès l'ouverture du magasin, au bout de 10 jours, parce que j'étais alerté des collègues de la beauté sur leurs conditions de travail, et moi, ce que je vivais sur mon étage, on ne pouvait plus. Donc on a dit, on fait une première grève en novembre. On a fait une première grève en novembre, on n'a pas réussi à accéder au magasin, donc on nous a laissés dehors, on nous a même littéralement un petit peu ridiculisés auprès des salariés. Ceux qui ont été grévistes, aujourd'hui, le payent encore, puisque n'ont pas d'évolution de carrière, et à chaque fois, on vous reproche d'avoir été gréviste. Comme moi, la semaine dernière, quand j'ai été menacé par ma directrice des relations humaines, qui m'a dit, vous savez, quand vous avez fait tellement de grèves devant le magasin que personne ne voudra de vous dans le groupe, si on vous fait une mobilité. Donc, on avait fait grève et on a été expulsés. Et ça montre qu'en fait, ils ont un pouvoir. Il suffit de passer un coup de téléphone et on est à leurs pieds. Sauf que c'est ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre, et en fait, nous ne coucherons jamais. Au sein du magasin, vous avez 4 OS, organisations syndicales, et sur les 4, nous sommes la seule qui disons les choses qui dérangent, nous sommes la seule qui appelons à la grève, et nous sommes la seule qui revendiquons les droits des salariés. On va encore un peu passer quelques minutes, au moins 2, avant de passer aux étages là où vous avez travaillé, c'est-à-dire le moins 1 et le 2e étage. Toujours donc au moins 2, des caméras ont été installées en août 2023. C'est des caméras qui étaient installées dans des faux détecteurs de fumée. Avant d'en parler, on vous laisse regarder. C'est une dinguerie. Alors là, la tête de WAM, je pète les plombs. Regardez. La petite caméra camouflée. Et oui, je vais bien filmer la réserve, parce qu'après ils diront que non, c'est pas vrai, etc. On est bien ADFS, la Samaritaine, 21 rue de la Monnaie. Voilà, donc en novembre 2023, nous révélions que des caméras étaient installées dans des faux détecteurs de fumée et que ces caméras, qui avaient été installées évidemment sans prévenir ni les salariés ni leurs représentants, ce qui est illégal si je dois le rappeler ici, ne filmaient pas les objets mais les salariés. Donc totalement proscrit par le droit du travail et les réglementations de la CNIL. Ces salariés, quand ils se sont rendus compte qu'ils étaient filmés par ces faux détecteurs de fumée, tout de suite, ils sont venus te voir, Jean-Michel, et ça n'a pas loupé. Très peu de temps après, ils ont été remerciés par le magasin. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots, et après on passera aux conditions de travail des vendeuses? Oui, c'était en septembre. Parce que moi, je ne travaille pas le jeudi, le vendredi. J'étais chez moi et je reçois un coup de téléphone d'un des salariés qui a été licencié, donc pour autre motif que ça, bien sûr, hein, pour des retards. On l'a licencié pour faute grave et on l'a mis en mise à pied. Et donc il m'appelle, il me dit, on vient de découvrir des détecteurs de fumée où il y a à l'intérieur une caméra avec des cartes SD.
Donc il faut savoir que ces systèmes n'étaient reliés à rien, hormis des téléphones portables des responsables de la sécurité du magasin, qui eux, à distance, pilotaient et regardaient. En fait, dès qu'un salarié passait, il y avait une alerte et ça activait la caméra. Donc il y a plus de 500 vidéos où on voit les salariés en fonction. On entend les salariés aussi qui discutent, donc certains qui discutent avec moi au téléphone, certains qui discutent entre eux sur des sujets plus graves, moins graves. Et donc, on a interpellé la direction qui aujourd'hui, bien sûr, se venge, puisqu'elle a licencié ces 2 salariés et a refusé de reconnaître leur statut protecteur sur le droit d'alerte. Nous avons saisi la juridiction avec notre avocat de la CGT parce que nous n'allons pas laisser ça et nous demandons la réintégration de ces 2 salariés. La CNIL est saisie. La CNIL a très pris le sujet de très près puisque c'est pas moi qui les ai saisis. Suite à l'article de Mediapart, ils nous ont contactés. Donc on a été auditionnés devant 5 personnes, un juriste, un avocat. J'ai été auditionné moi-même, ils ont bien pris toutes les bandes. Aujourd'hui, l'affaire est devant leurs mains. Il faut savoir que la direction du magasin risque pénalement d'être condamnée puisque la fédération CGT Commerce Service aussi a déposé une plainte pour ce manquement et ces entraves au bon fonctionnement du CSU puisque nous n'avons jamais sollicité, nous avons été sollicités 2 mois après l'installation des caméras quand nous les avons découvertes. Et pour eux, c'était pour se protéger d'une mafia qui pillait le magasin. Voilà. Oui, cette fois-ci, nous avait répondu sur les caméras cachées par divers arguments, en disant que d'abord que c'était pour des tests, qu'ils n'allaient jamais s'en servir, mais dans tous les cas, elles avaient été installées sans prévenir ni les salariés filmés, ni les représentants du personnel. Donc on suivra, évidemment, les retombées judiciaires de cette affaire. Ah oui, et évidemment, sans anticiper la table média, il va sans dire que cette information n'a été reprise par personne. Ni par Le Parisien, ni par les Échos, propriété de Bernard Arnault, ni par aucun autre média. Voilà. Donc nous étions encore une fois un peu tout seuls. C'est pas grave. Safia, la Samaritaine, elle vous a débauché pour venir travailler à la Samaritaine. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les tout débuts et notamment tout ce qu'on vous avait promis, cette espèce de grande fête qui avait été faite à la Maison de la Chimie avant l'ouverture? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les débuts? Oui, exactement. Comme pas mal de mes anciens collègues, en fait, on a été un peu séduits. Donc, on nous a fait la cour. Moi, j'ai été débauchée dans mon magasin. Certains, en fait, ont été débauchés dans leur magasin par téléphone avec des coups de fil... Beaucoup de coups de fil. On nous a vraiment déroulé le tapis rouge. On nous a promis monts et merveilles. On nous a accueillis. Il y avait une fanfare. Il y avait des confettis. On nous a dit que nous étions la crème de la crème des vendeurs. On a mis en avant nos différences, notre richesse multiculturelle comme étant une force. On a même, on a valorisé nos compétences linguistiques, puisque pour la plupart d'entre nous, nous parlions plus de 2 langues. Et on nous a vraiment mis en avant. Khaira, comment ça s'est passé pour vous au tout début? Encore une fois, qu'est-ce qu'on vous a promis? Est-ce que vous étiez contente d'aller travailler pour ce magasin qui est quand même un magasin magnifique, historique, qui avait été rénové pendant 16 ans, donc qui était aussi très attendu? Voilà, qu'est-ce que vous aviez comme image du groupe LVMH, de la Samaritaine, avant d'y entrer et d'y travailler? Ben écoutez, moi, quand on m'a contacté, j'ai passé plusieurs interviews comme ma collègue et on m'a vendu du rêve. C'est-à-dire que voilà, la Samaritaine, c'était un monument historique. C'est une bonne expérience, une bonne aventure. Donc moi, j'étais tout émerveillée. Je me suis dit, oh là là, ils m'ont contacté. C'est que voilà, j'en vaut vraiment la peine, en sachant que je parlais quand même plusieurs langues. Et en fait, quand on y met les pieds dedans, on voit vraiment que c'est l'envers du décor est complètement différent de ce qu'on nous vend au début quand on signe le contrat. En fait, j'ai toujours dit que quand on signe le contrat, on signe son arrêt de mort aussi. Nous, notre premier article à Mediapart concernant les conditions de travail à la Samaritaine, c'était sur justement les vendeuses du deuxième, du moins 1. Il y avait beaucoup de mal-être, au moins 1. Je vous raconte quelques histoires pour les lecteurs qui n'ont pas forcément vu passer ces articles. C'est des petites choses, en fait, et on en parlera, des petites choses, mais qui, quand elles s'ajoutent, peuvent être constitutives d'une certaine forme de harcèlement moral au travail. Olga, par exemple, vendeuse, qui a été réprimée par 2 chefs qui sont venus la voir sur son poste de travail parce qu'elle avait eu l'outrecuidance de sentir un parfum Versace. Bon, si vous n'êtes pas allé à la Samaritaine, des pchites de Versace, il y en a des millions par semaine. Hein. Mais là, c'était une vendeuse et on lui avait fait bien comprendre que c'était inacceptable ce qu'elle avait fait.
Il y avait la Climafond qui faisait que plusieurs salariés rentraient malades et elles devaient faire des mains et des pieds pour demander à ce que la température sur leur lieu de travail soit acceptable. En fait, elles n'étaient pas écoutées et donc elles rentraient tout le temps malades. Il y avait des vendeuses en larmes parce que leur manager, hyper régulièrement, et dès le début de l'ouverture, c'est ça qui est un peu inquiétant, on retrouvait des vendeuses en larmes aux quatre coins du magasin parce que leur manager leur avait mal parlé. Certaines managers se permettaient des remarques physiques. Voilà, t'as l'air malade, t'es trop blonde, fais-toi des fossiles. Le rouge de ton vernis n'est pas convenable, donc change de rouge, il faut un rouge plus foncé. Alors bon, c'est sans parler les salariés femmes noires qui avaient des remarques quotidiennes et quotidiennes sur leurs cheveux. Enfin voilà, j'en passe et des meilleurs. Allez lire les articles, même s'ils sont un petit peu maintenant datés. Est-ce que vous pouvez nous raconter pour vous comment ça s'est passé les débuts, c'est-à-dire vraiment dans le magasin avec vos managers. Ceci dit, vous avez vu vos managers avant de rentrer dans le magasin, donc voilà. Moi, pour ma part, j'ai vu mes managers, en fait, sauf une, avant de prendre mon poste. Mais ça a vite, en fait, dérapé. Il y a eu beaucoup de propos. En fait, ça a commencé avec les vendeuses chinoises, parce qu'il faut savoir qu'en fait, à la base, on était censé accueillir des quarts de Chinois, beaucoup de quarts de Chinois, et en fait... touristes. Voilà, de touristes chinois. Et du coup, ils représentaient... Enfin, en tout cas, les touristes chinois, c'est connu, ils achètent beaucoup quand ils viennent ici dans les grands magasins. Et malheureusement, le Covid a immobilisé le monde. Et du coup, en fait, ces vendeuses chinoises, elles ne faisaient pas de vente, d'accord ? Et donc, du coup, ça a commencé par des critiques, parce qu'au début, quand on les a recrutées, ces vendeuses chinoises, ça ne dérangeait pas qu'elles aient un accent, d'accord ? Ça posait aucun problème. Mais quand il n'y avait plus de clients chinois, par contre, on leur parlait mal, il y avait des réflexions. Moi j'ai vu ça, en fait, dès le début, j'ai trouvé ça anormal. Et puis après, il y a eu des propos, petit à petit, des propos négrophobes envers les femmes noires, des propos transphobes et des allusions très étranges envers en fait les vendeurs qui étaient en fait qui assumaient ouvertement leur homosexualité, par exemple. Et ça, je comprenais pas pourquoi, parce qu'on mettait beaucoup en avant la diversité. Et c'est vrai que moi, tout de suite, ça m'a semblé étrange. Et après, c'était tout le temps des allusions répétées. Bon, pour être quand même 100% clair, c'était pas tous les managers. Non, ce n'était pas tous les managers. Il y avait quand même des managers qui étaient bienveillants. Mais pour moi, un seul manager qui tient ce genre de propos, c'est déjà trop. Et pour vous, comment ça s'est passé au tout début ? Moi, quand je suis arrivée au tout début, il y a mon manager, vu que je ne rentrais pas dans des cases, ils essayaient de monter l'un contre l'autre. C'est-à-dire, au niveau, quand on vendait de certains produits, on disait, ben oui, mais toi, tu n'as pas fait ces 2 chiffres. C'est-à-dire que voilà, on avait un quota à faire. Et ils nous montaient l'un contre l'autre. Et ils traquaient aussi les badges, à quelle heure je rentrais, à quelle heure je sortais, à quelle heure je pointais pour tout. Et ils me convoquaient tous les 4 matins dans leur bureau en me disant comment se fait-il que vous avez 5 minutes de retard, comment se fait-il que vous n'êtes pas arrivé, vous avez badgé à telle heure, vous n'êtes pas venu à telle heure. Enfin, c'était pire que... On était fliqués constamment. C'était pire qu'une prison, c'est-à-dire qu'ils nous traquaient constamment. Nos faits et gestes étaient traqués. Ouais. Et la concurrence entre vous, en fait, elle était, elle était le fruit de l'organisation du travail aussi. C'est-à-dire que plus vous vendiez de produits avec votre badge, avec votre nom, plus votre prime vente augmentait. Ce qui fait que vous pouviez vous battre, en fait, entre collègues, puisqu'en plus vos salaires à la base sont bas. Oui. Peut-être vous pouvez dire combien vous étiez payé. La concurrence, elle était clairement entretenue. Alors qu'en fait, on nous avait, au départ, en fait, parlé d'un plan, d'un schéma, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour qu'en fait, il n'y ait pas de problème entre nous. Mais en fait, c'était complètement faux. Il y avait vraiment, même, je vous dirais, par exemple, moi, j'étais sur le soin, il y en a qui étaient au parfum. Et en fait, les managers, entre elles, déjà, elles se coupaient l'herbe sous le pied, et en fait, quand, par exemple, une manager est absente, l'autre manager, par exemple, du parfum ou autre, elle venait, et en fait, elle créait des conflits, vraiment. Voilà. Et donc même entre vous, parce que vos primes dépendaient de vos ventes. Exactement. Oui, c'est ça.
Et il y a eu aussi beaucoup de problématiques avec des managers sur des jours de congé. Au tout début, c'était beaucoup ça aussi. Des mères de famille, par exemple, qui demandaient un dimanche ou un mercredi et qui ne l'obtenaient pas. Et c'est allé quand même très loin. Ça, c'était un article que nous avons sorti en mars 2022. Il y a une salariée qui s'appelle Rani, qui n'a malheureusement pas pu être présente aujourd'hui, qui a porté plainte pour complicité de harcèlement moral au travail contre la Samaritaine. Elle raconte par exemple sa manager, qu'on appellera ici Madame G. Voilà, on va l'appeler Madame G. Lui faisait souvent des remarques sur son physique. C'est elle, par exemple, les remarques sur le rouge, le ton de rouge du vernis. Elle se targuait, par exemple, cette Rani avait demandé un jour de congé pour s'occuper de ses enfants. Elle voulait le mercredi. Et en fait, elle l'a jamais eu, après de nombreuses demandes. Donc elle échangeait avec d'autres salariés, elle se débrouillait pour pouvoir concilier sa vie de famille et sa vie de travail. Et sa manager lui refusait constamment, jusqu'à la suivre un jour, jusqu'au métro, en lui disant « Ah ben toi t'as pas ton mercredi, ben moi j'ai mon samedi, je vais pouvoir le passer avec mon mari, c'est génial, etc. » Donc elle avait suivi à l'extérieur du lieu de travail jusqu'au métro pour un peu la narguer. Elle avait fait aussi venir un jour de confinement total. Cette salariée qui s'appelle Rani s'était retrouvée toute seule à faire du tri dans des rouges à lèvres. Elle se sentait vraiment constamment rabaissée, harcelée par sa manager, et elle a porté plainte. Et il y a des investigations qui sont en cours sur cette affaire. Le cas de Rani, Jean-Michel, il n'est pas... Peut-être qu'il est exceptionnel par la force de son témoignage, mais il n'est pas unique, quoi. Il y a beaucoup de gens, notamment de vendeuses, notamment au moins un, qui ont souffert, mais dès l'ouverture du magasin. Oui, mais il y en a. Moi, j'accompagne une collègue qui a été licenciée l'année passée, en fin d'année, et nous sommes aussi devant la juridiction pour le harcèlement qu'elle a subi de sa manager. Quand cette salariée montait sur son poste de travail, on fouillait son sac, parce que comme elle allait aux toilettes, elle considérait sa manager qu'elle était incontinente. Donc elle lui disait « Tu ne prends pas de bouteille d'eau avec toi, parce que sinon tu vas devoir t'absenter pour aller aux toilettes. » Donc elle la redescendait par exemple à son casier pour vérifier si son téléphone portable était dans son casier, si elle n'avait pas pris deux grandes bouteilles d'eau, mais bien une petite. Donc ça, c'est un cas, et nous irons jusqu'au bout dans ce dossier-là. Et encore, oui, il y a, le 1er juillet, j'ai interpellé ma direction pour leur dire qu'une salariée avait demandé de partir parce qu'elle était à bout, elle n'en pouvait plus des managements qu'elle subissait de la part de sa manager, et elle a demandé à partir. Et on lui a dit, vous ferez un préavis. Elle a dit, madame, si je vous demande de ne pas faire de préavis, c'est parce que je n'en peux plus. Et cette salariée, je l'ai retrouvée au 5e étage sur la rambarde, et elle était prête à sauter. Et quand je suis descendu avec elle pour voir la DRH, elle m'a dit c'est bon, elle ne fera pas de préavis. J'ai dit madame, vous vous rendez compte ce que vous vous faites subir à ces salariés aujourd'hui? Il fallait que, si elle avait sauté et que j'étais arrivé 5 minutes plus tard, qu'est-ce que vous auriez fait? Donc c'est devenu, c'est une petite passe, ça vient, ça part. Il y a des moments c'est très très dur, il y a d'autres moments c'est un peu moins dur, mais on est là, je vous l'ai dit, et moi j'ai la force d'avoir un syndicat qui est fort, d'être accompagné par une fédération qui a toujours été là pour nous. Il faut savoir que quand j'ai été convoqué injustement, on a fait un rassemblement devant le magasin, ils ont demandé au préfet de Paris de nous interdire la voie publique. Ils ont demandé notre expulsion. Cette fois-ci, ils ne l'ont pas eu parce que le trottoir n'est pas à eux. Mais ils ont demandé l'expulsion du groupe sur le trottoir. Khadija était là. Ils ne l'ont pas obtenu. Nous avons réussi à faire ce rassemblement et nous leur avons rappelé que les rues de Paris n'étaient pas à eux. Et que tant qu'il faudra qu'on vienne devant ce magasin, enfin ma fédération l'a rappelé, on viendra et on leur rappellera les droits des salariés. Parce que vous savez, dans un quartier, on est en face du siège Louis Vuitton, on est en face parce que c'est bientôt leur empire, là-bas, il y a Goya qui nous appartient, tous les bâtiments autour nous appartiennent. Donc, il y a souvent les gros... On sait quand les gros sont là, puisqu'il y a toutes les limousines et tout, eux, ils ont le droit de se garer sur les trottoirs, ils ont le droit de se garer sur les passages piétons, ils bloquent tout. Tout leur appartient, ils sont maîtres de faire ce qu'ils veulent. Donc, il faut pas déranger, il ne faut pas montrer qu'on est là. Mais je vous rassure que on sera là et on restera là, même si demain... Et là, hier, on a eu un CSE extraordinaire pour un de nos collègues à nous, qui est élu et qui souhaite partir parce qu'il a subi des choses et c'était extrêmement dur. Malgré tout, une élue rappelle à la direction que leur travail, c'est
c'est les relations sociales, les relations humaines. Elle lui dit non, le travail, c'est les ressources humaines. Elle lui dit madame, il y a le mot humaine et c'est ça qu'il faudra retenir. C'est pas, je me suis trompé sur un mot, mais oubliez pas que vous avez l'humain à gérer. Et c'est sur ce sujet-là qu'il faut qu'on se batte et qu'on continue. Avec Khadija, qui est une des seules à nous suivre. Vous avez des fois un autre média, vous avez l'Humanité qui nous a toujours suivis aussi, mais il n'y a pas beaucoup de médias qui osent parler et qui osent dire les choses quand ça dérange face à une très grande puissance qui, moi, aujourd'hui, ne me fait pas peur puisqu'on m'a menacé, comme je vous disais, il y a très très peu de temps et on m'a proposé de l'argent pour partir et je leur ai dit que je n'étais pas à vendre. Menacé de licenciement. Voilà, menacé de me faire licencier puisque j'avais soi-disant fraudé des produits que j'ai achetés et donc j'aurais revendu, ils ont des preuves, ils ont monté un dossier. Donc je lui ai dit, madame, je vous laisserai aller devant la juridiction compétente pour faire ce que vous souhaitez, mais je n'étais pas à vendre et que s'ils considéraient que j'étais à vendre, donc j'étais comme un bâtiment des rues de Paris et donc c'était 1 million d'euros. Et elle m'a dit, vous vous rendez compte ce que vous réclamez? J'ai dit, mais vous êtes en train de faire des propositions. En fait, vous ne faites pas de propositions, mais vous me demandez de partir et que vous allez m'accompagner financièrement. J'ai 40 ans, madame. Si je pars demain, vous m'avez grillé dans, on va dire, dans les 3/4 des entreprises de France, puisque vous êtes tous copains, copines entre vous, vous ne faites pas d'ombre. Déjà, comme elle m'a dit, dans le groupe, personne ne veut de moi parce que j'ai fait grève. Donc déjà, on me reproche d'avoir fait grève. Et que 1 million d'euros, c'était très peu pour eux. Mais pas, ils n'ont pas d'argent. On nous fait comprendre tous les jours, de toute façon, vous savez qu'il n'y a pas d'argent, il faut faire avec, il n'y a pas de stock, il faut faire avec. Quand un client veut un best-seller, il faut lui vendre autre chose, même s'il veut ça, il faut lui vendre autre chose. Mais on est là et on tient. Encore une dernière petite... Encore une toute petite dernière question pour vous, Safia et Khaira. Vous nous avez raconté un petit peu, à travers les lignes, comment ça s'était passé pour vous. En fait, comment ça se passe quand vous demandez de l'aide? Alors, non pas au délégué syndical, ça on a bien compris son rôle, mais au RH. En fait, c'est toujours la même chose. Nous sommes des enfants ingrats. Nous sommes des fauteurs de troubles, nous sommes des fabulateurs, nous mentons. Nous avons notre bienfaiteur Bernard Arnault, LVMH, qui a les reins solides. Moi, c'est ce qu'on m'a répété au moins une vingtaine de fois. On a gardé notre emploi, nous a payé à 100% pendant le Covid, donc il faudrait certainement pas se plaindre, en fait, voilà. Et c'est toujours pareil, c'est un discours infantilisant et on ment, on remet tout le temps en doute, en fait, notre parole. Du coup, vous pouvez faire confiance à personne. Donc moi, je savais que je ne pouvais pas faire confiance à ma hiérarchie. Et bien que nous ayons fait une formation, donc c'était une formation digitale qui était obligatoire, en fait, sur ce qu'il faudrait faire, en fait, en cas de harcèlement moral, eh bien, rien n'était en fait respecté. Donc du coup, pour ma part, en tout cas personnellement, j'avais 30 ans à l'époque et c'est vrai que je me sentais ridicule. Enfin, c'est ce qu'ils ont voulu me faire en fait comprendre, parce que en fait, quoi que je dise, c'était de l'ingratitude, voilà. Et en fait, l'employeur n'était plus un employeur, mais un bienfaiteur et pour faire un mauvais jeu de mots, un samaritain, quoi, un bon samaritain, voilà. Oui, et pourtant vous veniez avec des faits précis, c'est-à-dire que vous racontiez les remarques, les réprimandes, la surveillance de chaque instant. Oui. Vous veniez pas en disant juste je me sens pas bien. C'était quand même beaucoup plus précis que ça. Oui, bien sûr. D'ailleurs, juste avant, vous relisiez la lettre que vous leur aviez écrite à l'époque, qui est quand même pleine de faits très précis, dont ils ne se sont pas saisis en réalité. Non, en fait, ils ont voulu noyer le poisson, tout simplement. Mais peu importe, en fait, ce que vous allez leur dire. De toute façon, vous êtes en bas. On vous le fait comprendre. Vous êtes en bas, donc forcément, vous n'avez pas d'esprit critique. Et en fait, même ce que vous pensez, enfin, ce que vous avez vécu, ça leur appartient. Donc ça n'existe pas, tu mens, tu affabules, tu es comme les autres, vous voulez faire front, voilà, c'est juste ça. Pour eux, on est juste là pour profiter, on veut juste faire une rupture conventionnelle et obtenir des droits. Voilà ce qu'ils pensent de nous, en fait, tout simplement. Au début, on nous a séduits, on nous a courtisés, et en fait, après, on nous a répudiés. Moi, c'est comme ça que je le vois, voilà. Et vous, Khaira, est-ce que vous aviez une certaine forme de confiance dans les RH
ou pas du tout? Comment ça s'est passé avec ceux qui étaient censés assurer la sécurité physique et psychique, la vôtre et celle des autres salariés? Ah non, pas du tout. Franchement, j'ai pas eu le sens où j'étais écoutée, quoi que ce soit. Ils ont fait appel à un manager sur le floor où j'ai fait appel à Jean-Michel qui a dû intervenir en urgence parce qu'ils sont venus me récupérer en sachant qu'ils m'ont convoqué sans réellement m'envoyer l'aide recommandée sur le floor devant tout le monde, comme si j'étais moins que rien. À l'étage, sur le floor, c'est oui, à l'étage. À l'étage. Et j'ai refusé, donc ils ont amené une de mes managers qui m'a suivi jusqu'à mon casier. J'étais encore en heure déjeuner. Et je trouvais ça inadmissible. Ils me disent, vous n'avez pas le choix, vous devez monter immédiatement, on vient vous chercher. Dont la sécurité, comme si j'étais une criminelle. Donc ils sont venus, ils m'ont escorté jusqu'à la DRH, dont Jean-Michel était témoin, parce qu'il me fallait un témoignage pour m'accompagner. Et quand j'ai demandé c'était quoi la raison, c'est des trucs banals, des futilités qu'ils en voulaient vraiment pas la peine. Et quand je voulais me lever et sortir, elle m'a dit, j'ai pas fini avec vous, vous allez vous asseoir et fermer la porte. Donc Jean-Michel était sorti, il me dit, vous sortez pas, vous restez. Je me suis sentie comme si j'étais complètement désarmée. Je me suis dit, est-ce que ça existe? Est-ce que je rêve? Est-ce que c'est réel? Et en ayant confiance en eux pour rien au monde. Non, pas du tout. Même pas, non. Ça a créé de l'angoisse, ça a créé insécurité, parce que la sécurité aussi est avec eux. Donc, quoi qu'il arrive, si on leur dit de monter, ils vont. Si mes managers leur disent, voilà, telle personne, vous devez l'amener, la sécurité, par moment, quand j'avais des conflits avec un de mes managers, j'avais hurlé sur le floor en disant qu'il fallait qu'il me laisse tranquille. Et mon manager, il me dit, je n'ai pas peur de la police, et tu peux faire appel à la police, qu'il n'en avait rien à faire. J'ai couru vers un agent de sécurité parce que je ne savais pas quoi faire. Et l'agent de sécurité, il me dit, moi, je ne peux rien faire, il faut contacter le directeur de l'agent de sécurité à la Samaritaine, qui n'a jamais répondu à l'alerte que j'avais créée. Donc, j'ai dû faire appel à Jean-Michel, qui a dû intervenir et lui dire que là, l'heure est très grave, parce que je faisais plusieurs malaises. On peut faire une pause, on peut s'arrêter si tu veux. On va s'arrêter, merci. Bon, vous le voyez, ce n'est pas fait. Encore plusieurs années après, le management à la sauce samaritaine peut être violent. Voilà, donc juste avant de se quitter, je vais vous laisser écouter une vidéo, mais que je vous introduis quand même un petit peu pour que vous sachiez de quoi on va parler. C'est une certaine Samira Rilassi, qui, elle, n'est pas salariée du groupe LVMH, qui est une femme qui habite à Charleville-Mézières, dans les Ardennes, et qui a décidé, puisque en fait elle s'était retrouvée en situation de handicap, dans l'impossibilité de continuer son métier précédent, elle s'est dit, tiens, je vais faire des crèmes hydratantes, des chantilly, c'est vachement à la mode sur Instagram, avec 2 odeurs, etc. Donc elle était allée voir des spécialistes, des cosmétiques, et puis elle s'était mise en auto-entrepreneur, et puis elle avait lancé sa marque en la déposant à l'INPI, marque qu'elle avait appelée l'Instinct. Sauf que, même plus particulièrement, l'Instinct Paris. Voilà, je t'ai dit que c'était chouette comme prénom. Et en fait, très peu de temps après avoir déposé sa marque, elle reçoit une lettre lui expliquant que Givenchy aurait déposé le terme l'instinct, puisqu'il ne possède pas que les rues de Paris, apparemment il possède aussi les mots du dictionnaire français. Il l'avait déposé pour un parfum dont on n'a pas retrouvé trace en tout cas, et que du coup il y avait possibilité de méprise entre un parfum de Givenchy LVMH et une crème à Charleville-Mézières vendue sur les marchés du coin. Et donc il fallait très rapidement qu'elle change de nom. Elle avait fait appel auprès de l'INPI, avait gagné une première fois, et donc LVMH, avec son armada d'avocats, avait fait appel, et elle s'est retrouvée bloquée en fait pendant plus de 2 ans en ne pouvant pas utiliser sa marque. Et c'est comme ses droits au chômage ont fini et qu'elle ne pouvait pas commencer à travailler parce qu'elle était dans cet imbroglio de droit avec LVMH, elle s'est retrouvée au RSA. Et c'est là que nous, on arrive à Mediapart, on apprend cette histoire et puis on la raconte dans un article. Et juste avant de publier l'article, évidemment, on envoie des questions à Givenchy et au groupe LVMH pour qu'ils nous expliquent pourquoi ils se sont décidés à faire la guerre à cette petite auto-entrepreneuse
de Charleville-Mézières. Et à la réception de nos questions, ils ont appelé Samer Arilassi en s'excusant, en expliquant qu'ils ne connaissaient pas sa situation, qu'ils étaient vraiment désolés, qu'ils allaient arrêter l'appel auprès de l'INPI pour lui laisser utiliser sa marque. Et ils avaient même discuté avec son avocat de peut-être lui donner une certaine somme d'argent pour toutes ces années où elle n'avait pas pu travailler avec cette marque. Et puis on a quand même publié. Et l'offre pécuniaire s'est tout de suite envolée. Voilà, donc elle vous raconte son histoire en 2-3 minutes avant qu'on passe à la table prochaine ou peut-être même à des questions. Bah, carrément, on a le temps pour des questions. Donc on regarde la vidéo et après on passe à des questions. Bonjour à tous, je m'appelle Rilassi Samira, je suis la créatrice de la marque L'Instinct Paris. J'ai créé ma marque en 2021 car je ne trouvais pas d'emploi adapté à mon handicap. Ce que j'étais loin de m'imaginer, c'est que j'allais m'attirer les foudres de LVMH. Donc j'ai déposé ma marque en juillet 2021 et en août 2021, j'ai reçu un recommandé de la part du groupe LVMH me disant que je devais enlever ma marque sous 8N. Alors j'étais prise par de gros problèmes de santé à ce moment-là, donc j'ai laissé le courrier de côté et je n'y ai pas répondu. Je ne savais pas qui était LVMH, je ne savais pas pourquoi ils m'écrivaient. Et je ne comprenais pas parce que ma marque était déposée et validée. Donc je ne comprenais pas du tout ce qui se passait. Sauf que LVMH a été jusqu'au bout de son idée et m'a attaqué via l'INPI. Donc ils ont fait la demande de retrait de ma marque. Donc j'ai dû me battre avec eux, je vais vous faire les grandes lignes, hein. J'ai dû me battre avec eux durant 2 années. J'ai été à bout à plusieurs reprises. Donc j'ai décidé de leur écrire plusieurs fois. En recommandé. Personne n'a jamais su me répondre, je voulais juste expliquer que j'étais une personne qui voulait juste créer son propre emploi et que j'étais une personne handicapée. Je voulais vraiment leur expliquer pourquoi j'avais déposé cette marque, pourquoi toutes ces choses-là en fait. Et bon, je n'ai eu personne, sauf 2 ans après, quand Mediapart les a contactés concernant l'affaire qui nous concernait tous les deux. Excusez-moi, hein, mais j'ai un petit peu du mal. Et le lendemain, que Mediapart les a contactés, j'ai eu une dame, une responsable de LVMH, qui m'a parlé assez gentiment, qui m'a proposé, qui a même proposé de venir me voir à Charleville-Mézières, hein, dans mon lieu de résidence, et pour arranger cette histoire-là à l'amiable. Sauf qu'il n'en était rien, car la seule chose, le seul but qu'ils avaient derrière, c'était d'empêcher que les médias parlent de cette affaire. J'en ai eu la preuve car ils ne sont jamais venus comme ils m'avaient proposé, ils ne sont jamais venus ni me voir, ils ne m'ont ni recontacté car l'affaire avait déjà été publiée par Mediapart. Donc ils voulaient uniquement sauver leur face en fait, étouffer cette histoire qui est la mienne. Voilà, merci. Donc comme Samira n'a pas pu venir, elle voulait vous raconter son histoire elle-même à travers cette vidéo. Est-ce que vous avez des questions sur les conditions de travail à la Samaritaine, dans le reste du groupe, sur les articles qu'on a pu faire sur les conditions de travail, comment ils ont été reçus? Je reprends mon rôle de... Alors, tout au fond, je vais tout au fond pour une question, et après, je reviens. On va prendre 3-4 questions. C'est bien, un petit peu de sport, c'est bien. Bonjour et merci d'être venu témoigner, du coup, pour ceux qui sont encore en poste et ceux qui sont sortis. Bravo et beaucoup de courage et beaucoup de force pour remonter et la pente pour certains. Ma question, en fait, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on peut imaginer que ce modèle de la Samaritaine, il est identique à tout le groupe? Est-ce qu'on a la même chose dans je sais pas, par exemple, plus précisément, je pense à un groupe, à Berluti, par exemple, qui est les chaussures, la maroquinerie, qui ouvre des boutiques un peu partout et qui appartient au groupe LVMH maintenant depuis, je crois, 2012-2013. Et puis, voilà, c'était surtout cette question-là que j'avais en tête. Et si c'était le cas, du coup, finalement, on pense que LVMH, ils produisent beaucoup plus d'emplois que ça parce qu'il faut des séances de thérapie pour remettre tout le monde d'aplomb à la sortie. Voilà, merci. Alors nous avons écrit beaucoup sur la Samaritaine, mais comme je le disais à l'introduction de cette table ronde, nous avons écrit sur aussi les conditions de travail dans d'autres
maisons du groupe LVMH. Alors, je vais répondre en tant que journaliste et après, je pense, Jean-Michel, tu peux aussi répondre parce que tu es au CSE du groupe. Mais en gros, nous avons plus écrit sur la Samaritaine que sur d'autres maisons de LVMH parce que c'est là où nous recevons le plus d'alertes sur des faits qui sont, selon notre point de vue journalistique, les plus graves. Alors, est-ce que c'est dû au fait que, comme j'ai beaucoup écrit sur la Samaritaine, on me reconnaît comme journaliste écrivant sur la Samaritaine, alors on me contacte plus que dans d'autres marques, peut-être? Ou est-ce que parce que c'est pire à la Samaritaine qu'ailleurs dans le groupe? Ça, je pense que Jean-Michel peut bien y répondre en tant que membre du CSE du groupe LVMH. Je suis élu au comité de groupe. En fait, on a un comité de groupe central pour la France. Chez Berluti, on ne sait pas, parce qu'il n'y a pas d'élu représentatif. En fait, sur les principales maisons où il y a des élus, quand j'interviens, puisque c'est une fois par an, on est convoqué par Madame Grande-Perlé. On était convoqué par Madame Grande-Perlé. Et j'explique mon histoire. Qui est, il faut présenter pour les gens. Qui était la directrice Synergie et directrice Monde, qui a été remerciée la semaine dernière par le groupe pour une suspicion d'avantages cumulés au sein des 75 maisons du groupe, elle aussi. Mais bon, je ne vais pas la plaindre, vous savez, quand ils ont des salaires mirobolants, donc sa retraite, elle est assurée pour elle, je pense. Mais nous, quand on parle de notre histoire au sein de la Samaritaine, ça fait 3 ans que je suis au comité de groupe. Je peux vous dire que tout le monde tombe des nues. Ils demandent des actions de la part de... Donc, il s'exprime à la présidente de cette instance en lui disant « Que faites-vous? Que comptez-vous faire ?» Donc, souvent, il y a des mercatos au sein du groupe. Là, on a encore eu un nouveau mercato avec un changement de la direction générale du magasin, de la DRH, pour essayer de voir comment on peut régler ce problème. Mais au niveau du groupe, il n'y a pas vraiment de problème où il y a, dans certaines maisons du groupe, il n'y a pas la CGT. Donc c'est beaucoup plus facile de discuter avec des gens et d'étouffer certaines choses. Mais est-ce que dans ces comités de groupe, tu as l'impression que la situation de la Samaritaine, elle est pire? Oui. C'est parce que c'est ça un peu la question, en fait, hein, si j'ai bien compris. Hein. Est-ce qu'elle est pire que dans d'autres maisons du groupe? Il n'y a personne qui s'exprime comme moi je peux m'exprimer par rapport à ce qui s'y vit, parce qu'ils disent tous, si ça se passait comme ça chez eux, il y aurait déjà la même chose qu'on fait nous, des mouvements et des actions. Merci. Comme a été dit précédemment, vraiment, on ne peut que vous admirer pour votre combat et votre courage d'être ici. Alors, 2 petites questions. D'abord, quel est le pourcentage de salariés samaritaines au sein de la Samaritaine? Parce que je sais que, par exemple, aux Galeries Lafayette, je ne fais pas de publicité pour les galeries, mais le pourcentage d'employés galeries est très faible par rapport au pourcentage de marques. En fait, c'est des marques qui sont... Donc, est-ce que dans le rapport de force, c'est aussi une donnée non négligeable? Ma deuxième question, c'est, par rapport aux autres grands magasins, là, sur Paris, parce qu'on sait que pas loin de chez vous, le BHV, ils vont mal. Le capitalisme a toujours rebondi assez bien. Mais là, est-ce que vous pouvez... vous savez un peu ce qui se passe à ce niveau, puisqu'en plus, vous êtes à la CGT qui est très présente dans ce secteur. D'ailleurs, une autre question, est-ce qu'il y a d'autres syndicats représentés à la Samaritaine? Alors, je ne vais pas poser une question difficile, quel est le pourcentage de syndiqués, parce que ça peut être dur à entendre, mais est-ce qu'il y a la CFDT, par exemple, qui quand même devrait être présente? Et vous l'avez dit, mais je tiens à le dire aussi, puisque Madame Bou, qui animait la séance, avait souligné que les Échos et le Parisien n'ont rien dit, on n'est pas étonné. Mediapart a été très présent, mais il y a aussi quand même un journal qui est très attentif à tout ça, c'est l'Humanité. D'ailleurs, vous l'avez souligné, et j'insiste beaucoup là-dessus. Merci. Pardon, juste pour répondre sur le dernier point, je disais que l'affaire des caméras cachées n'avait été reprise par personne. Mais évidemment, nos confrères, nos camarades, je dirais même de l'Humanité, ont couvert la Samaritaine dès le début. On a publié le premier article sur la Samaritaine à, je sais pas, 1 semaine de différence. Donc oui, évidemment, nous ne sommes pas les seuls.
Contrairement, c'est un sujet en fait qui est très tendu en ce moment parce qu'il faut savoir que beaucoup d'espaces gérés par les salariés samaritaines sont mis en location chaque mois. Donc c'est une inquiétude pour l'emploi. Nous avons interrogé donc notre chère présidente en séance qui nous dit aucune inquiétude. Il faut savoir que dans ce magasin, quand il a été inauguré, M. Arnaud prévoyait 3000 salariés. Donc aujourd'hui, on a vu partir des espaces que nous gérions et donc si vous partez d'un espace que vous avez travaillé pendant 3 ans et que vous avez adoré travailler dans cet espace, on vous dit c'est fini pour vous, vous allez aller travailler, vous allez finir au parfum parce qu'on l'a décidé, parce qu'en fait on est salarié samaritaine. Donc aujourd'hui, on va dire qu'il reste à peu près 390 salariés samaritaines pour tout le magasin. On a des départs encore de marques qui arrivent, qui vont arriver, puisque la direction nous dit que c'est la vie d'un grand magasin et que c'est comme ça que ça doit se passer. Donc aujourd'hui, le seul espace qu'ils pourront pas louer, ça sera l'espace souvenir, puisque là-bas, ça n'intéressera pas grand monde, mais tout l'espace où il y a des marques qui peuvent s'installer, ils leur louent, parce que c'est moins de masse salariale, du fric qui rentre puisqu'on encaisse les loyers et des redevances sur les ventes. Voilà, donc ça, on en est conscient que la masse salariale va continuer à s'appauvrir comme elle s'appauvrit là, puisqu'on ne recrute pas et on entasse les gens sur les mêmes espaces pour créer des conflits sur les ventes. Parce qu'il faut savoir que des fois, vous êtes tout seul sur un étage, puis des fois, vous êtes 15 parce qu'on a mal fait le planning. Merci. Et juste, je rajoute un petit truc de com pour Mediapart. Sur la situation de BHV, il y a mon collègue Mathias Tepo tout derrière qui a écrit une super enquête en août 2024 sur comment ça se passe dans ce magasin depuis le rachat. Donc n'hésitez pas à lire, c'est vraiment passionnant. Et éclairant sur la situation de l'industrie. Il y a encore une question ou on y va ? Oui, je vais passer le micro pour une dernière question. Ah. Oui, écoutez, merci pour vos témoignages, votre courage. Ma question s'adresse aux camarades de la CGT. À aucun moment j'ai entendu parler de l'inspection du travail. Ma question paraît naïve, mais j'aimerais bien avoir la réponse. Alors, nous avions une inspectrice qui m'a dit si je pouvais être à 35 heures à la Samaritaine, je le serais. Puisqu'il faut savoir qu'elle était submergée. Mais de mails, d'appels. Elle a toujours été là avec nous. Et comme par magie, cette inspectrice avait demandé une mobilité depuis quelques années et elle l'a obtenue très rapidement alors qu'elle attendait. Donc comme je lui ai dit, je vous souhaite beaucoup de choses. Et donc on est resté quelques mois sans inspectrice et depuis un mois, nous avons retrouvé une nouvelle inspectrice du travail qui nous suit, qui répond à tous nos mails, qui répond à tous nos appels, qui est présente quand nous avons besoin, quand nous la sollicitons. Et aujourd'hui, oui, il faut savoir que DFS a reproché d'avoir eu des dizaines de mises en demeure de l'inspection du travail, de s'être dit harcelés par l'inspection du travail parce qu'ils ne répondaient pas à leurs obligations légales. Et grâce à eux, on a réussi à résoudre quelques problèmes. Mais il faut savoir, les chaises, ils les mettent et quand elles passent, ils les renlèvent. Donc aujourd'hui, c'est l'achat. Donc moi, je fais des photos, j'envoie. Elle est revenue encore il y a un mois pour dire sur les chaises, je vous rappelle votre obligation légale, il doit y avoir des chaises, c'est la loi. Et l'infirmière, qui est salariée du magasin, a répondu qu'elle avait fait un calcul et que selon elle, le calcul par minute et par heure, chaque salarié devait s'asseoir. Elle lui a dit, vous allez arrêter vos calculs. Aujourd'hui, vous traitez des humains, vous êtes infirmière, responsable de la santé de ses salariés, et donc il faut des chaises à chaque point d'encaissement. Et c'est la dernière fois que je le répéterai. C'était il y a un mois de ça, et elle était encore dans le magasin. Et juste un toute petite dernière chose, et après on laisse la journée se continuer, ça va être passionnant. C'est juste que la réponse qu'ils font à l'inspectrice du travail en disant qu'ils se sentent harcelés, ils font la même à Mediapart. Nous, ils ont considéré qu'on écrivait trop sur la Samaritaine. À un moment donné, ils sont allés regarder si moi-même j'étais syndiquée ou pas et dans quel syndicat, en faisant carrément des attaques à la journaliste qui écrivait. Et puis bon, maintenant ils nous répondent plus du tout. Mais c'est-à-dire que la critique, qu'elle provienne des syndicats ou qu'elle provienne de l'inspection du travail et le fait de relater des faits comme nous on essaye de le faire le plus sérieusement possible à Mediapart, tout ça c'est pris comme des attaques par la direction de la Samaritaine. Voilà. On trouve tout à la Samaritaine. Voilà, c'est leur slogan. Merci tout le monde. Merci beaucoup à vous.